Un appel téléphonique à 9 heures du matin a déchiré le monde d'une mère. Au bout du fil, des mots qui ont glacé son sang, sa fille, en vacances, était morte. Cela a commencé fin novembre 2021. Ce matin-là, Jem Bulliu suivait sa routine habituelle lorsque son téléphone a sonné à 9 heures. Le numéro était inconnu, et elle a hésité à répondre, pensant à une autre tentative d'arnaque. Pourtant, elle a décroché. Au moment où elle a dit « Allô », son monde s'est brisé. À l'autre bout se trouvait quelqu'un du consulat américain au Mexique. Quand ils ont prononcé les mots « Sativa »,« transfert »,« morte » et « chambre d'hôtel », Jem a senti l'air quitter ses poumons. Sa fille Sativa était en vacances à Cancun, au Mexique, et plus rien ne serait jamais comme avant. Elles avaient été ensemble pendant 26 ans, et à cet instant, le monde de Jem aurait pu s'arrêter. Pourtant, elle savait qu'elle devait agir. Son seul objectif désormais était de trouver celui qui avait pris la vie de sa fille. Sativa était née à Spokane, Washington, le 19 mai 1995. À 12 ans, sa famille avait déménagé à Cheney, où elle a grandi. Elle avait une sœur nommée Michaela et les deux partageaient un lien indestructible, pas seulement en tant que sœurs, mais comme meilleures amies. Après son diplôme du Cheney High School en 2013, Sativa a étudié les sciences du sport à l'Eastern Washington University. Sa véritable passion, cependant, était de devenir massothérapeute, une carrière qui alliait son amour pour la forme physique, le mouvement et le désir d'aider les autres. Au lycée, Sativa avait été élue « Rire le plus contagieux », un titre qui capturait parfaitement sa personnalité rayonnante et magnétique. Après l'obtention de son diplôme universitaire en juin 2017, Sativa a déménagé à Milton, Washington. Elle n'y connaissait personne, mais elle était impatiente de repartir à zéro et d'explorer de nouvelles opportunités. Malgré les défis du déménagement, elle s'est rapidement fait des amis et s'est construit une nouvelle vie grâce à sa nature chaleureuse et extravertie. Avant longtemps, elle a attiré l'attention de quelqu'un de spécial, un homme nommé Taylor Allen. Attirés par son énergie et son charme contagieux, Sativa et Taylor se sont d'abord rencontrés en travaillant ensemble à Cheney. Selon ceux qui connaissaient Taylor, les deux ne pouvaient pas être plus différents. Sativa était pleine de vie, audacieuse, chaleureuse et infiniment gentille. Alors que Taylor paraissait silencieux et renfermé. Et si les opposés peuvent souvent s'équilibrer dans une relation, leur différence était plus profonde. La timidité de Taylor n'était pas qu'un trait de personnalité. Elle provenait d'une profonde insécurité. Il se sentait souvent indigne de Sativa, hanté par la peur qu'elle puisse le quitter ou lui être infidèle. Son anxiété et sa paranoïa ont grandi avec le temps jusqu'à commencer à le consumer. Quand cette peur prenait le dessus, il commençait à franchir les limites, utilisant secrètement son ordinateur portable pour surveiller l'activité du téléphone de Sativa. Chaque fois que Sativa recevait un SMS, Taylor recevait le même message sur son ordinateur. Un niveau de contrôle inquiétant qui franchissait toutes les lignes. Extérieurement, Taylor paraissait calme, poli, même sympathique pour la plupart des gens. Mais en privé, son comportement racontait une histoire bien plus sombre. Bientôt, son obsession du contrôle s'est renforcée. Il a commencé à isoler Sativa de tout ce qu'elle aimait. Chaque fois qu'elle essayait de rendre visite à sa famille ou à des amis, il s'emportait, la faisant se sentir coupable ou effrayée jusqu'à ce qu'elle arrête d'essayer. Finalement, elle s'est retirée de sa vie sociale, passant la plupart de son temps seule. Comme si cela ne suffisait pas, Taylor a développé une addiction sérieuse qui n'a fait qu'alimenter son instabilité. Il était déjà dangereusement obsessionnel, et l'addiction l'a fait sombrer encore plus dans la paranoïa et la folie. Lors d'une conversation avec une amie, Sativa a décrit Taylor comme « une véritable bête », un aperçu de combien les choses étaient devenues chaotiques et effrayantes. Aucun des deux n'était heureux, et leur relation s'effritait clairement. Pour empirer les choses, Taylor était impliqué dans du trafic de drogue et avait eu plusieurs démêlés avec la justice. Son arrestation ultérieure a marqué le point où tout a vraiment commencé à se défaire. La sœur de Sativa, Michaela, lui rendait souvent visite et ne pouvait ignorer les signes troublants. Des trous dans les murs, des étagères brisées, du verre brisé éparpillé sur le sol. Malgré ces avertissements clairs, Sativa balayait les inquiétudes de sa sœur, insistant que tout allait bien. La manipulation de Taylor avait fonctionné. Il l'avait isolée et contrôlée si profondément qu'elle se sentait désormais piégée. Le protégeant, même au prix de sa propre sécurité. Sativa se sentait prise dans une toile de manipulation. Chaque fois qu'elle essayait de partir, Taylor menaçait de mettre fin à ses jours,
la forçant à rester par culpabilité et peur. En novembre 2021, Thanksgiving approchait et Sativa avait envie de rendre visite à sa famille après en avoir été éloigné si longtemps. Mais Taylor avait d'autres projets. Il a commodément programmé un voyage à Cancun, au Mexique, le jour exact où elle devait voir ses proches. Beaucoup croient que Taylor l'a délibérément poussé à choisir le voyage avec lui plutôt que de passer les fêtes avec sa famille. Que ce soit un calcul pour l'isoler davantage ou déguisé en surprise de dernière minute, une chose était claire, la liberté de Sativa lui échappait de plus en plus. Se sentant isolé et acculé émotionnellement, Sativa a fini par accepter le voyage à Cancun. Des amis qui ont appris le voyage ont été choqués, et l'un d'eux, une ancienne collègue nommée Tiffany Shirley, a partagé une histoire particulièrement révélatrice sur le comportement de Taylor. Selon Tiffany, Taylor avait un tempérament effrayamment court. Elle se souvenait vivement d'un incident, alors qu'il assemblait un bureau, il avait soudainement perdu le contrôle et l'avait réduit en pièces avec un maillet. Il était clair que Taylor avait un côté dangereux, incapable de supporter que les choses n'aillent pas comme il le voulait. La rage de Taylor pouvait éclater à tout moment. Il détruisait tout sur son passage, même les meubles. C'était l'homme avec lequel Sativa était restée 3 longues années. Elle avait essayé de le quitter plusieurs fois, mais Taylor la manipulait toujours pour qu'elle reste, disant exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre pour la ramener. Il y avait des démons profonds et sombres en lui, et il gagnait. Sativa a finalement accepté le voyage à Cancun, mais elle avait déjà pris sa décision. Une fois de retour à Milton, elle prévoyait de rompre pour de bon. Tragiquement, elle n'en aurait jamais l'occasion. Avant même d'embarquer dans l'avion le 25 novembre 2021, Taylor et Sativa ont eu une dispute violente, un événement typique pour lui. La paix ne faisait tout simplement pas partie du vocabulaire de Taylor. Et dès le départ, il était clair que ses vacances s'orientaient vers le désastre. Avant de partir pour Cancun, Sativa a envoyé un SMS à sa sœur Michaela pour lui souhaiter un joyeux Thanksgiving et lui dire qu'elle l'aimait. Pendant les 2 jours suivants, elle a partagé des photos d'elle profitant du soleil, souriante, détendue et apparemment heureuse. Mais cette paix ne durerait pas. 2 jours après le début du voyage, Michaela a eu des nouvelles d'amis de Sativa. Jusque-là, Sativa leur envoyait constamment des messages, partageant des photos et des nouvelles de ses vacances. Puis soudain, plus rien. Pas d'appel, pas de réponse, rien. Une amie a contacté Michaela avec un message glaçant. Sativa lui avait dit qu'elle et Taylor s'étaient disputés, et que la dispute avait tourné à la violence. Sativa avait été blessée, assez gravement pour avoir besoin de points de suture. La nouvelle a terrifié sa famille. Ils ne comprenaient pas comment les choses avaient pu dégénérer si vite. Ils avaient vu la colère de Taylor avant, mais jamais à ce point. Ils ont essayé d'appeler Sativa. Pas de réponse. Ils ont envoyé message après message. Toujours rien. Alors que l'après-midi cédait la place à la nuit, la panique a commencé à s'installer. Pas d'appel en retour, pas de message lu. C'était comme si elle avait disparu. Puis, aux premières lueurs du matin, le téléphone a sonné. À 9 heures, la mère de Sativa a reçu le type d'appel que tout parent espère ne jamais recevoir. C'était fin novembre 2021, un jour qui changerait sa vie à jamais. Au bout du fil se trouvait un représentant du consulat américain au Mexique. Leurs mots ont brisé son monde. Sativa était morte. Son corps avait été trouvé dans sa chambre d'hôtel. Mais ce n'était pas seulement qu'elle était partie. L'état dans lequel elle avait été retrouvée racontait une histoire horrible. Il était douloureusement clair qu'elle avait souffert avant sa mort. Les blessures de Sativa étaient brutales. Tout son corps portait des signes de violence. La scène était horrifiante. Sa famille était incrédule, luttant pour comprendre comment les choses avaient dérapé à ce point. Être à des milliers de kilomètres, faire face à une barrière linguistique et à des autorités étrangères rendait tout encore plus difficile. Pourtant, sa famille et ses amis avaient besoin de réponses. Avec Michaela en tête, les enquêteurs ont lentement commencé à reconstituer les événements. Même si l'histoire complète restait trouble, le jour de la mort de Sativa avait commencé comme un autre. Rien ne semblait inhabituel, bien qu'être en vacances dans un pays étranger avec une personne aussi imprévisible que Taylor était déjà inquiétant. Le soir du 26 novembre, le couple a été aperçu dans un restaurant. Des témoins ont dit qu'il semblait calme et ne se disputait pas, ce qui ne rendait que plus glaçant ce qui a suivi. Après le dîner, Sativa et Taylor se sont rendus au bar, et c'est là que tout a commencé à se défaire. Après quelques verres,
Sativa a vu Taylor embrasser passionnément une autre femme. Et ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Après tout ce qu'elle avait enduré, après tout le temps où elle avait essayé de le quitter, le voir flirter ouvertement avec quelqu'un d'autre sous ses yeux était exaspérant et profondément douloureux. C'était la fin. Rien dans cette relation n'avait plus de sens. Quand Sativa l'a confronté, Taylor, un homme de 31 ans, a réagi comme un enfant en pleine crise. Il s'est mis à hurler, à lancer des objets, et a complètement perdu le contrôle. La sécurité est rapidement intervenue et l'a expulsé du bar. Sur le chemin de retour à l'hôtel, le comportement de Taylor n'a fait qu'empirer. Il titubait, escaladait des chaises et des clôtures, et tombait même le visage contre le sol, un vrai désastre d'ivresse. Le personnel de l'hôtel a finalement dit à Taylor qu'il n'avait pas le droit de quitter leur chambre pour le reste de la nuit après son comportement chaotique. Mais plus tard dans la soirée, la réception a commencé à recevoir plusieurs appels d'autres clients. Des gens signalant des cris forts provenant de la chambre de Sativa et Taylor. Les cris étaient clairement ceux d'une femme en détresse. Quand le personnel est monté au 4e étage pour enquêter, ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont trouvé. Sativa avait une entaille profonde au menton d'environ 4 cm de long. Bien que personne ne sache exactement ce qui s'est passé dans cette chambre, les signes étaient indéniables. Étant donné les antécédents de violence de Taylor sur 3 ans et les cris terrifiants, il est presque certain qu'une dispute a éclaté et tourné au brutal. La blessure était si grave que Sativa a dû recevoir des points de suture. Sativa a été emmené dans le couloir pour recevoir des soins médicaux pour ses blessures. Pendant ce temps, Taylor n'était nulle part. Il était sorti par la fenêtre de l'hôtel et a été découvert étalé à côté des unités de climatisation, clairement ivre et incohérent. Quand la sécurité de l'hôtel l'a confronté, il a déblatéré sur le fait de sauter du balcon et de ne pas savoir où il était. Le personnel a appelé la police, mais avant leur arrivée, Taylor a été ramené dans sa chambre. Cette décision s'avérerait désastreuse. La police n'a jamais parlé à Sativa ni à Taylor. Et s'ils étaient intervenus, les choses auraient pu tourner très différemment. Pendant qu'elle était soignée, le médecin a remarqué à quel point Sativa semblait anxieuse. Elle insistait à plusieurs reprises sur le fait qu'elle était tombée, que Taylor ne l'avait pas blessée et qu'ils s'aimaient. Le médecin, clairement inquiet, lui a même proposé une chambre différente pour la nuit. Mais Sativa a refusé. La sœur de Sativa, Michaela, n'a pas cru à cette histoire une seconde. Elle était furieuse. Sa sœur était piégée dans un pays étranger, incapable de parler la langue, et à la merci d'un homme 2 fois plus grand qu'elle qui la maltraitait depuis des années. Bien sûr, Sativa avait peur, et il est probable qu'elle ne comprenait même pas pleinement ce que le médecin lui disait. Toute la situation était exaspérante. Les barrières de communication, les détails manquants et le manque d'intervention appropriée laissaient tout le monde au pays désespéré de réponses. Après que ses blessures aient été soignées, Sativa a été renvoyé pour rester avec Taylor, cette fois dans une chambre différente au 1er étage, pour qu'il ne puisse plus sortir par la fenêtre. Ce qui s'est passé ensuite est largement inconnu. Tard dans la nuit, des clients de l'étage inférieur ont signalé avoir entendu des cris terrifiés provenant de la chambre de Sativa. Une femme criant à l'aide. Tragiquement, personne n'a rien dit. Ils n'ont pas alerté la réception, et ils n'ont certainement pas appelé la police. Ils ont simplement ignoré et ont continué leur nuit. Même le responsable de la sécurité de l'hôtel aurait entendu les cris, mais a choisi de ne pas intervenir. Des membres du personnel ont admis plus tard qu'ils avaient peur de Taylor. Sa taille, sa rage, son instabilité. Mais la peur n'excuse pas la négligence. Leur travail était de protéger les clients, et ils ont échoué misérablement. Le lendemain matin, Taylor s'est tranquillement rendu à la réception après avoir pris une douche et a dit à la réceptionniste que sa petite amie dormait encore dans la chambre. La voix de Taylor avait été étrangement calme et détachée. Mais ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était une pure horreur. Sativa était allongée face contre terre sur le sol, à côté du lit, son corps couvert d'échymoses, d'égratignures et de blessures de la tête aux pieds. C'était une scène brutale et chaotique. Encore plus déchirant était la vue de son sac à main attaché à son dos, suggérant qu'elle avait essayé de faire ses affaires et de s'échapper de Taylor avant qu'il ne l'en empêche. Au moment où la police est arrivée, il était déjà trop tard. Sativa n'était pas inconsciente. Elle était partie. Son corps a été emmené pour examen, et à l'instant où le médecin légiste l'a vu, la cause de sa mort était tragiquement claire. Taylor avait battu Sativa avec une telle sauvagerie qu'elle était à peine reconnaissable.
Il l'avait tuée de ses mains nues. Malgré sa lutte désespérée, montrée par les blessures défensives couvrant son corps, elle n'avait jamais eu la moindre chance. Sativa pesait seulement 64 kg tandis que Taylor était un homme de 118 kg. Plus grand, plus fort et consumé par la rage. Le combat était horriblement déséquilibré. Son meurtre était si brutal et insensé que sa famille a encore du mal à le comprendre. Ce qui fait d'encore plus mal, c'est la culpabilité qu'ils portent, croyant qu'ils auraient dû voir les signes et agir plus tôt. Quand la police a enquêté sur les lieux et parlé avec des témoins, la vérité est devenue indéniable. Les preuves, les témoignages et la chronologie pointaient tous vers un seul homme. Cela n'a pas pris longtemps. Taylor Allen a été rapidement arrêté pour le meurtre de Sativa Buliu. Sativa a été assassinée à Cancun, au Mexique, loin de chez elle à Washington. Le seul souhait de sa famille était de la ramener à l'endroit où elle était née, avait grandi et était aimée. Ils voulaient qu'elle repose en paix sur sa terre natale, et ils espéraient aussi mener une seconde autopsie pour s'assurer que la vérité soit pleinement découverte. Mais rapatrier un corps depuis un autre pays est extrêmement cher, et la famille ne pouvait tout simplement pas se le permettre immédiatement. Déterminée à ne pas laisser cela les arrêter, la sœur de Sativa, Micaela, a lancé une campagne GoFundMe. L'objectif était de récolter assez d'argent pour ramener Sativa à la maison, lui offrir les funérailles qu'elle méritait et continuer le combat pour la justice. Micaela a refusé de reculer, poussée par l'amour, le chagrin et le souvenir de l'esprit joyeux et brillant de sa sœur. La seule erreur de Sativa avait été de rester avec Taylor bien trop longtemps, endurant des années d'abus mental, physique et émotionnel. Après sa mort, son affaire est tombée sous la juridiction du gouvernement mexicain, ce qui signifie que le procès aurait lieu là-bas. Un défi majeur pour sa famille en deuil. La barrière linguistique, les procédures internationales et le coût des voyages répétés des États-Unis au Mexique rendaient tout encore plus difficile. Le 8 décembre 2021, la famille de Sativa a finalement obtenu un avocat pour gérer son affaire et a commencé à travailler avec le juge local. Dès le lendemain, son corps a été rapatrié aux États-Unis. Bien que ses proches puissent enfin lui offrir une sépulture, leur combat pour la justice était loin d'être terminé. En avril 2022, la famille a été informée que l'affaire de Sativa avait été attribuée à l'un des tribunaux pénaux les plus stricts du Mexique, un petit pas mais vital vers la responsabilisation. L'équipe de défense de Taylor a demandé 2 mois supplémentaires pour étudier l'affaire. Un délai que le tribunal a approuvé. Pourtant, bien que plus de 2 ans se soient écoulés, il n'y a eu aucun progrès significatif dans son procès. Personne ne sait ce qui retient les choses. Les procureurs demandent une peine de 50 ans, la peine maximale au Mexique pour le meurtre d'une femme. Pourtant, Taylor reste non condamné. Des rapports suggèrent qu'après son retour au Mexique, il s'est impliqué avec un cartel de drogue et s'est livré à des affaires louches, essayant probablement de s'acheter une sortie de prison. Il est clair qu'il a un plan, mais qu'il réussisse ou non, seul le temps le dira. La justice avance souvent lentement, mais espérons que la famille de Sativa la verra un jour rendue après toute la douleur et l'attente endurée. Finalement, le système judiciaire mexicain devra rendre son verdict. Jusque-là, tout ce qu'on peut faire est d'attendre. Mais Taylor pourrait ne pas être le seul impliqué. Micaela croit que la mère de Taylor, Rosa Durant, s'est introduite dans l'appartement de Sativa après sa mort et a volé un coffre-fort ainsi que les clés des voitures de Sativa et Taylor, et d'autres objets de valeur. Rosa avait appelé à plusieurs reprises la résidence de Sativa pour demander à entrer. Mais parce que son nom n'était pas sur le bail, on lui refusait toujours l'accès. Puis, juste après que ces appels se soient arrêtés, il y a eu une effraction. Le timing semble loin d'être une coïncidence. Pour empirer les choses, Rosa s'est aussi occupée du chien d'assistance de Sativa, Shadow, depuis que le couple était parti pour Cancun. Quelque chose que Sativa elle-même n'avait jamais voulu. Comme l'a dit Micaela, Sativa avait promis de « sauver » Shadow de Rosa dès son retour de voyage. Mais ce jour n'est jamais venu, et maintenant Shadow est piégé sous la garde de Rosa. La relation entre Sativa et Rosa a toujours été toxique. Sativa disait souvent que Rosa contrôlait complètement Taylor, et cette influence était profonde. Rosa avait même essayé de convaincre le couple d'emménager dans un duplex près de chez elle après leur retour de Cancun, montrant à quel point elle voulait garder le contrôle. Il est évident de qui Taylor tenait son comportement. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Taylor et Rosa méritent tous les deux d'être tenus pour responsables de leurs actes. Espérons que cette affaire arrive bientôt à son terme. 50 ans semblent bien trop clément pour quelqu'un comme Taylor.
Mais tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est espérer que le système judiciaire mexicain rende enfin la justice que Sativa et sa famille attendent depuis si longtemps. Micaela a fait de sa mission de vie d'apprendre aux femmes à reconnaître les signes avant-coureurs des relations abusives. Elle exhorte toute personne piégée dans une telle relation à chercher de l'aide et à s'échapper avant qu'il ne soit trop tard. Elle croit fermement que Sativa aurait voulu que son histoire serve d'avertissement et de source de force pour les autres. Micaela a promis de ne jamais arrêter de se battre. Elle refuse de laisser une autre femme subir le même sort que sa sœur. C'est terrifiant de voir combien de personnes restent coincées dans des relations abusives. Vous avez probablement déjà entendu des histoires comme celle-ci, mais cela ne rend pas le cycle moins réel ou moins dangereux. Essayer de quitter quelqu'un dont vous avez peur peut sembler humiliant et impossible. Pourtant, rester ne fait qu'empirer les choses. Si vous vous trouvez un jour dans une situation comme celle de Sativa, n'attendez pas que les choses changent. Elles ne changeront pas. Si votre sécurité, votre vie ou celle de vos enfants est en danger, partez immédiatement. Ne devenez pas une autre tragédie. Laissez l'histoire de Sativa être le signal d'alarme et la lumière qui vous guide vers la sortie. Si vous avez trouvé cette affaire fascinante, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous publions des vidéos sur des affaires criminelles chaque soir. Jusqu'à la prochaine fois, restez alerte, restez vigilants.